Imen, fondatrice de l'agence Média Palestine, animatrice de la campagne BDS, Netanyahou qui s'en va, ça ne change rien? Alors moi, je suis assez d'accord avec ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire que pour nous, en fait, au niveau de la campagne BDS, ce contre quoi on se bat, c'est contre un système. Et malheureusement, peu importe les gouvernements successifs israéliens, malheureusement, ils ont tous le même programme vis-à-vis des Palestiniens. C'est-à-dire l'épuration ethnique, c'est-à-dire la colonisation de plus en plus importante des territoires palestiniens, c'est-à-dire la judéisation de la vieille ville, c'est-à-dire on en est aujourd'hui à 14 ans de siège criminel dans la bande de Gaza, des gens qui sont sous blocus. Voilà, sous blocus, 2 millions de Palestiniens et de Palestiniennes qui ne peuvent pas sortir dans 360 mètres carrés. C'est l'une des plus fortes densités au monde de la population. Et donc c'est un peuple qui est en cage, pour le dire clairement, et qui a été bombardé encore très récemment. Juste pour vous donner un chiffre précis, il y a à peu près dans la dernière attaque israélienne 17 000 logements qui ont été endommagés, 1800 qui sont inhabitables et 1000 logements qui ont été complètement détruits. Il y a eu plus de 250 Palestiniens qui ont été assassinés, dont 66 enfants. Voilà. Donc ça, c'est des logiques malheureusement qui se poursuivent, mais depuis, ça a été dit tout à l'heure, depuis plus de 70 ans maintenant. Et c'est un système, c'est-à-dire que peu importe finalement qui succède, c'est toute la logique de l'apartheid aujourd'hui que nous, au niveau de la campagne BDS France, on combat. C'est-à-dire c'est un régime ségrégationniste, qui fait de la discrimination raciale, qui est maintenant dans une loi qui s'appelle la loi État-nation, qui a été votée en 2018 et que Bennett a activement aussi soutenue. Voilà, qui différencie les citoyens palestiniens des autres citoyens finalement. Alors BDS, on en parle beaucoup parce qu'évidemment ça fait réagir à haut niveau bien sûr. Quelles sont les campagnes du moment, les succès aussi, parce qu'il y a eu beaucoup de succès notamment judiciaires, vous avez été poursuivi de nombreuses reprises, notamment ici en France, et vous avez à chaque fois gagné d'ailleurs. Oui, tout à fait. Ça, c'est très important de le rappeler parce qu'il y a eu un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme en date du 11 juin dernier qui a condamné la France, qui avait poursuivi des militants et des militantes BDS lors d'un procès pour une simple distribution de tracts. Donc la France a été condamnée à payer plusieurs milliers d'euros et ça, c'est important et c'est vraiment important à le rappeler parce que de temps en temps, on se demande si la campagne BDS est légale. Donc oui, tout à fait, elle est légale et on invite le plus de personnes possible à nous rejoindre. Alors dans les campagnes actuelles qu'on mène, je vais vous en citer quelques-unes. On mène une campagne en direction de l'équipementier sportif Puma. Pourquoi ? Tout le monde connaît Puma, mais pourquoi Puma ? Eh ben, il faut savoir que Puma sponsorise les équipes dans les colonies israéliennes. L'association israélienne de football qui sponsorise des équipes israéliennes. Et donc, voilà, c'est une campagne importante pour nous parce qu'on a écrit à Puma, on a mené des campagnes et Puma ne veut toujours pas reconnaître. J'ai pas de Puma sur moi. Tout va bien alors. Dit qu'il est pour l'égalité, mais voilà, ça continue. Et alors, puisque tu parles de foot, pardon, Imen, c'est très important de rappeler, il y a le Trophée des champions. Qui a lieu chaque année un petit peu partout dans le monde, ça dépend des années. Alors Trophée des champions, c'est quoi? C'est le gagnant de la Ligue 1 de foot, donc Lille, et le gagnant de la Coupe de France, le Paris Saint-Germain. Et le Trophée des champions va se dérouler où? À Tel Aviv. Absolument, c'est pour ça qu'on a écrit un courrier qu'on peut lire en ce moment sur notre site internet, un courrier pour demander, pour dénoncer ça et pour demander à ce que ça n'ait pas lieu à Tel Aviv. Ouais. Je comprends pas pourquoi ça se joue là-bas, là, j'ai pas compris. C'est incompréhensible. Parce que non, mais chaque année ça se joue dans un endroit, ça peut être aussi bien en Autriche que je sais pas. Oui, mais ils sont pas européens les autres. Non, mais ça peut jouer aussi en Amérique, en Amérique du Sud, ça dépend. C'est vraiment le cadre de la campagne BDS. En fait, tout ce qu'on refuse, c'est cette espèce de normalisation qui consiste à faire croire aux gens et y compris dans le mouvement sportif, culturel, etc., qu'aujourd'hui, se produire ou aller jouer à Tel Aviv, c'est finalement normal. En fait, Iman, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que le fait, par exemple, d'aller jouer un trophée des champions ou faire un concert à Tel Aviv, est-ce que c'est cautionner ce qui se passe en Israël? Absolument, absolument, et je vais vous dire pourquoi. Parce que tous les représentants, y compris politiques israéliens, reconnaissent aujourd'hui que la culture et le sport servent de propagande, servent à redorer l'image d'Israël en se produisant là-bas. Donc nous, ce qu'on dit, c'est, il y a des artistes, par exemple, qui nous disent, mais nous, on ne fait pas de politique, on va jouer là-bas et on ne fait pas de politique. Ouais. Nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'en fait, qu'ils le veuillent ou pas, même s'ils
s'ils veulent y aller en disant qu'ils font pas de politique, ils sont en train d'en faire par le fait même d'y aller. C'est-à-dire que Israël se sert de cette présence artistique, de cette présence internationale pour essayer de redorer son image, pour dire finalement, regardez, il se passe rien, il y a rien d'anormal à Tel Aviv et en Israël plus globalement, et ne parlons pas de la bande de Gaza. Oui. Nous, ce qu'on essaye de dire, c'est qu'aujourd'hui, la situation n'est pas normale parce qu'il y a un blocus criminel, un blocus qui dure depuis trop longtemps, un système d'apartheid, et qu'aujourd'hui, aller faire comme si de rien n'était, se produire à Tel Aviv, c'est finalement cautionner, même si on dit qu'on ne veut pas, le régime sur place. Alors, Imen, vous avez mis en place à disposition des gens, notamment une liste de produits à boycotter. Et j'entends tout et n'importe quoi sur ce sujet. Il y en a qui me disent oui, il faut tout boycotter, etc. Machin. Quel est un petit peu votre regard là-dessus? Quelle est la meilleure manière de boycotter, c'est-à-dire le boycott intelligent, voilà, celui qui pèse. Ouais, merci de me poser la question parce qu'on a eu le droit à plein de demandes là-dessus en fait, et on a tout un tas d'infos contradictoires qui circulent. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la campagne BDS, elle a été lancée à l'appel de 170 associations de la société civile palestinienne. Donc c'est vraiment très fondamental et très important de rappeler. Oui. Voilà, que du coup, c'est pas nous dans notre coin qui décidons de quoi boycotter, etc., mais que les Palestiniens ont décidé d'avoir une stratégie sur les marques et sur les entreprises, notamment à boycotter. Et du coup, on voit tout un tas de listes qui circulent. Alors je vais pas donner des exemples, mais c'est des listes interminables. Et nous, on n'appelle pas à ça. Nous, on se limite vraiment déjà à suivre la stratégie palestinienne pour le boycott et qui se résume principalement à des entreprises israéliennes, qu'elles soient dans les colonies mais qui emploient des Palestiniens, y compris, elles peuvent être dans les colonies, par exemple, dans les colonies israéliennes. Et ça aussi, c'est un argument qu'on entend, c'est-à-dire, oui, quand vous faites ça, vous mettez peut-être des Palestiniens au chômage et des gens sans travail. Oui, absolument, c'est un argument qu'on entend, et nous, à cet argument-là, on répond que les Palestiniens, ils luttent pour leur dignité et leur liberté, et du coup qu'ils ont fait la part des choses et qu'ils ont pesé le pour et le contre avant de lancer cet appel au boycott, et qu'aujourd'hui ils sont prêts à assumer tout le prix, y compris pour retrouver leur dignité. Et donc le prix, l'un des prix à payer, ça passe par le boycott. Alors Iman, on peut trouver où cette liste, voilà, histoire qu'on ne se trompe pas de combat et qu'on fasse ça de manière intelligente? Alors elle est sur le site de la campagne BDS France, www.bdsfrance.org, et là vous trouverez la liste des produits à boycotter. C'est une liste qu'on a actualisée, et vous verrez, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, mais on cible vraiment les principales entreprises dont on appelle au boycott et dont le comité palestinien pour le BDS appelle au boycott. Il n'y a pas de Coca par exemple? Il n'y a absolument pas de Coca. Oh, c'est bon, j'ai bu un Coca tranquille. Voilà. Il n'y a pas de McDo? Il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de Starbucks, je tiens à le dire, mais par contre il y a Puma, il y a AXA, il y a Keter, voilà, il y a tout un tas de marques israéliennes, et pas seulement israéliennes, parce que tout à l'heure j'aurai peut-être l'occasion de vous parler de l'entreprise de l'assureur AXA par exemple, qui continue de financer à hauteur de plusieurs millions d'euros des banques israéliennes qui sont le pilier de la colonisation aujourd'hui. Sans les banques israéliennes, il n'y aurait pas de colonies. Les colonies ne pourraient pas subsister. Et donc voilà, ça c'est aussi des entreprises françaises du coup qui participent. Ça c'est le D du BDS, le désinvestissement. C'est pas seulement que le boycott, on a tendance à penser que le boycott, mais c'est aussi le désinvestissement et les sanctions. Et les sanctions, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Mais il y a eu des succès à l'image d'Orange par exemple, l'entreprise Orange qui a fait marche arrière. Absolument, Orange qui avait installé des antennes via Stéphane Richard. Voilà, des antennes dans les colonies israéliennes, et après plusieurs années de campagne, ils se sont retirés, et donc on a célébré cette victoire évidemment. Il y a eu beaucoup de victoires dans la campagne BDS, mais c'est pour ça qu'on appelle vraiment les gens à se focaliser sur quelques entreprises, quelques cibles, et nous sur le site de la campagne BDS France, on peut trouver toutes les infos sur ces entreprises, mais on appelle à ne pas s'éparpiller. Et vraiment, c'est important. Ouais. Et les applications aussi, vous y travaillez ou pas? Oui, on aimerait bien. Par exemple, il y a une application Waze que tout le monde utilise. Ah, et ça, on n'appelle pas, par exemple, au boycott. Voilà, c'est quelque chose dont on n'appelle pas au boycott. Pourtant, c'est une application qui est basée là-bas. Hein. Oui. Et surtout, pour les habitants, enfin les colons, pour éviter les rues où il y a des Palestiniens, par exemple. Voilà, il y a tout plein de marques israéliennes qu'on peut tout à fait boycotter, etc. Voilà, il y a tout un tas de marques, finalement, mais nous, on appelle vraiment, enfin, c'est pas nous d'ailleurs, c'est vraiment les Palestiniens, j'insiste là-dessus, qui appellent vraiment à cibler. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas. Ça me plaît votre truc, parce que quand tu regardes les listes, certains trucs, tu peux ni te laver, exactement, ni consommer, ni manger, ni boire. C'est tout à fait ça. Croire qu'ils tiennent le monde, quoi. C'est un truc de ouf. Gamal, Imen est avec nous. Question pour Imen, fondatrice de l'agence Média Palestine et animatrice de la campagne BDS. Il y a déjà plusieurs choses. D'abord, effectivement, le boycott ciblé est plus utile que le boycott tous azimuts que personne ne peut tenir.
Ensuite, moi je pense qu'il va falloir rappeler quand même quelques fondamentaux. Le conflit israélo-palestinien n'est pas né en Palestine, il est né en France et en Angleterre, avec le partage de la région des accords Sykes-Picot qui ont été faits à Paris. Donc ce conflit est né ici, pas là-bas. Ce conflit, s'il doit être résolu, il sera résolu ici et aux États-Unis, pas ailleurs. Donc il y a deux choses qu'il faut comprendre. Rappelons, et je tiens à le rappeler à Imen, et j'espère que ce sera entendu, effectivement que l'arme de BDS est une arme pacifique et que c'est la meilleure arme jamais utilisée contre un État. On l'a vu en Amérique du Sud, en Afrique du Sud. À l'époque, personne n'aurait eu l'idée d'aller faire un concert là-bas parce que c'était un État raciste. En l'occurrence, quand on sectarise, quand on met de côté une population entière en raison de son origine ethnique, c'est raciste. Et donc j'ai envie de dire que si un jour on veut obtenir la paix avec ces messieurs là-bas, s'il y a une vraie changement politique, il faudra entendre un Premier ministre israélien dire « je veux la paix ». Ils ne le disent jamais. Et je veux la sécurité pour les Palestiniens. Ils parlent que de leur paix pour eux et leur sécurité. De l'autre côté, on peut crever. Donc, le jour où ce Premier ministre dira ça, à ce moment-là, il y aura enfin une ouverture. Quand il dira honnêtement, je veux la paix. Parce que les Arabes me l'ont proposé, dans des conditions infamantes d'ailleurs. Je veux la paix parce que je ne veux plus de tension dans la région. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'il mène avec la campagne BDS? Est-ce que tu peux nous rappeler combien de pays dans le monde, aujourd'hui, ont rejoint cette extraordinaire campagne qui fait peur à Israël? Alors, c'est important de le dire, effectivement, parce qu'on de temps en temps, on a tendance à focaliser sur la France, etc. Mais comme tu l'as dit, Gamal, cette campagne, c'est une campagne qui a été lancée en 2005 par plus de 170 associations civiles palestiniennes et qui est aujourd'hui réellement internationale et qui s'inspire de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc non violente, antiraciste, internationale. Alors, je ne saurais pas te situer exactement dans combien de pays précisément, mais moi, j'ai été, par exemple, au Japon. J'ai vu qu'il y a une campagne très active au Japon, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, dans pratiquement tous les pays européens aujourd'hui. Dans les pays arabes aussi, il y a beaucoup de campagnes. Et aujourd'hui, les pays arabes, c'est différent parce qu'eux luttent contre, contre la normalisation. Voilà, on aura peut-être l'occasion d'en parler aussi. Et donc, aujourd'hui, la campagne BDS est implantée partout, réellement partout dans le monde, en solidarité avec le peuple palestinien. Il y avait une grosse manif à Londres ce week-end de soutien aux Palestiniens. Grosse manif. Oui, tout à fait. Il y a vraiment un fort mouvement en Grande-Bretagne et aux États-Unis aussi. Voilà, c'est l'une des plus importantes organisations états-uniennes, s'appelle Jewish Voice for Peace, par exemple, une voix juive pour la paix. Et c'est une organisation qui est très active aussi dans la campagne BDS. Sabrina Nouri. Moi, je voudrais juste te poser une question sur... parce que, bon, moi, je traite beaucoup la question sur le droit des femmes. Et je voudrais que tu nous parles un petit peu des conditions des femmes, comment elles s'organisent. Parce que, bien évidemment, les femmes palestiniennes et comment elles s'organisent, comment elles font réellement pour vivre tout simplement, parce que là on en est là quand même. Alors il y a des choses très importantes qui se développent en ce moment, c'est-à-dire que y compris dans la lutte dans les territoires de 48, il y a des initiatives par exemple auxquelles beaucoup de femmes et de mouvements féministes participent. Récemment par exemple, il y a eu une semaine de l'économie palestinienne où il y a eu beaucoup de mouvements un peu citoyens, voilà, dans à Haïfa, dans d'autres villes, etc., de femmes qui participaient et plus largement de la société palestinienne, mais à des mouvements visant à se réapproprier finalement la question palestinienne, la question de la citoyenneté et de la résistance, comment agir localement. Et donc cette semaine-là, elle était assez innovante parce que elle s'est déroulée dans les territoires de 48, donc à l'intérieur d'Israël. Et il y a des phénomènes assez nouveaux. On a eu des vagues d'arrestations, notamment de Palestiniens et de Palestiniennes, plus de 2000 rien qu'à l'intérieur d'Israël, et donc 3000 dans l'ensemble avec les territoires palestiniens. Et il y a eu un mouvement aussi d'avocats et d'avocates qui a été elles se sont investies aussi là-dedans, c'est-à-dire dans la défense des gens qui ont été arrêtés. Elles participent, elles font partie de la lutte et elles participent à leur manière à la fin de l'apartheid et aussi à des mouvements aussi, il y a des mouvements aussi qui se développent pour reparler un peu de la question des femmes aussi dans la société palestinienne. Donc ça, il y a beaucoup d'assos qui existent et qui se développent aussi, quoi. Un auditeur nous appelle et il a raison de le dire, c'est quand on fait ses courses aussi, notamment dans le rayon fruits et légumes. Faut faire très attention. Vous savez qu'Auchan a été condamné, je crois,
pour avoir tromperie de la marchandise, en fait. Hein. Et notamment Carrefour, me signale cet auditeur, il mélange un peu tout. Alors, vous avez des avocats qui viennent de tel pays, et puis Israël, c'est souvent caché, vous savez. Tout à fait. Voilà, donc il faut faire exactement très attention quand vous achetez, consommez aussi. Ça fait partie aussi des appels d'éviter d'acheter des produits ou des fruits ou des légumes qui viennent d'Israël, par exemple. Ou des dates. Absolument. Des dates aussi, oui. Il faut savoir que c'est vraiment la question agricole, c'est vraiment au centre de la colonisation, de l'expropriation des terres. Donc effectivement, c'est une très bonne cible de boycotter les produits de l'apartheid, y compris agricoles, dans les supermarchés. Ça, pour le coup, c'est une très bonne cible. Et effectivement, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de tromperies, comme vous l'avez dit, des présentations qui indiquent Pérou / Espagne / Israël, ouais, etc. Donc ça sent un peu l'arnaque, quoi. Il faut vraiment être vigilant là-dessus. Et je crois que Auchan a été condamné pour ça. Oui, en tout cas, il y a eu plusieurs plaintes là-dessus, et c'est vrai que il y a beaucoup de plaintes à ce sujet, oui. On en parlait tout à l'heure, la normalisation, justement. De quel œil voient cela, les Palestiniens, cette normalisation de ces pays arabes qui ont normalisé leurs relations? C'est l'Arabie Saoudite, pas normalisé, mais non, pas encore l'Arabie. Oui, enfin. Officieusement, je peux te dire que ça fait longtemps que voilà. Depuis Pour donner 56. un exemple, par exemple, c'est une société israélienne qui assure la sécurité des pèlerins. Voilà. Depuis 80. Ah, depuis 80. Puis il y a d'autres projets qui sont en cours, voilà. Mais par exemple, je pense au Maroc, pour pas, voilà, un pays quand même qui. Alors c'est extrêmement paradoxal parce que vous avez une population marocaine qui est extrêmement présente pour soutenir les Palestiniens, très 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 mobilisée. Absolument. Et en même temps, vous avez la politique marocaine qui n'a pas hésité, suite à une injonction de Donald Trump par Twitter, de normaliser ses relations avec Israël. Iman. Oui, tout à fait. Tout à fait. Il y a un vrai, malheureusement, et c'est une réalité, un vrai élan de normalisation aujourd'hui dans les pays arabes. Hein. Vous l'avez cité, le Maroc, les Émirats arabes unis. Voilà, ça se développe comme une traînée de poudre. Ce qu'il faut rappeler à ça, en tout cas nous, ce qu'on se plaît à rappeler, c'est qu'il y a une forte mobilisation aussi de la société civile. Il y a eu beaucoup, y compris dans la dernière attaque israélienne contre Gaza, de plusieurs milliers de personnes qui sont descendues dans les rues, notamment au Maroc, malgré les interdictions du régime marocain, qui sont descendues dans la rue en solidarité avec le peuple de la palestinien. monarchie marocaine. Voilà, c'est ça. Oui. Et donc voilà, il y a des élans de solidarité. Les peuples n'acceptent pas et les peuples se mobilisent. Après, au niveau des gouvernements, c'est sûr qu'on va de plus en plus vers de la normalisation. Ça, moi, j'ai envie d'être beaucoup plus optimiste pour les Palestiniens. Je rappelle tout de même que quand un dictateur arabe signe une paix avec Israël, il y en a eu quelques-uns quand même, il a fini soit écarté du pouvoir, soit assassiné, ou soit renversé. Je prends les arabes d'ailleurs, ou pas seulement arabes. On prend le cas de l'Iran. L'Iran était le pays le plus sioniste de la région. C'était le gendarme américain en 79, jusqu'à l'arrivée de Khomeini. Du jour au lendemain, on est passé de l'ambassade d'Israël à la Palestine. Ensuite, on prend le cas de la trahison égyptienne de Sadat. Il a fini par être assassiné dans les années 80, au début des années 80, à la suite de cette fameuse normalisation. Ensuite, tous les dirigeants arabes... C'est le cas aujourd'hui. Hein. Oui, mais ça ne change rien au fait que chaque fois qu'un arabe trahit la cause palestinienne, je parle d'un chef d'État arabe, il est écarté du pouvoir par la force ou par une autre méthode. Ensuite, il faut se rappeler qu'en 2011, quand les fausses révolutions arabes ont été conduites après la Tunisie, qui était une vraie révolution pour le coup, on a cherché à détruire les pays du front du refus. Alors je rappelle qui sont le front du refus, c'est ceux qui ont refusé en 77, quand Sadat va trahir la cause arabe et palestinienne, ils écartent l'Égypte et ils refusent la normalisation. Bien au contraire, ils sont vent debout. Kadhafi sera assassiné par la France. On a essayé de liquider Assad en Syrie, on a essayé de liquider les opposants au Yémen. Toutes les républiques arabes socialistes ont été balayées, ou on a essayé de les balayer. La seule qui a résisté, c'est l'Algérie. Ouais. Pourquoi ? Parce que précisément, on cherche... Ça a été chaud, mais bon. Oui, mais ils ont tenu le coup parce que les Algériens sont assez malins pour éviter ce genre de piège. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que ce vent de normalisation ne tient qu'à des hommes qui dirigent les États de façon dictatoriale, mais en aucun cas aux populations. Demain, vous demandez aux Arabes, les peuples arabes, s'ils veulent normaliser, la réponse est à 99% non. Ouais. Et pourtant. Imed, ce qu'il est bon de rappeler évidemment pour les auditeurs, donc c'est cette liste qui est disponible sur le site de la campagne BDF. C'est important de rappeler. C'est Absolument. À l'appel de Palestiniens, d'accord ? C'est pas vous qui avez décidé Absolument. de dire vraiment... il faut boycotter tel produit. C'est eux qui vous l'ont demandé. Et pour nous, ça nous donne de la force aussi de savoir que voilà, on n'a pas. Elle évolue cette liste ou pas ? Elle évolue, mais elle évolue au fil des années, on va dire, mais elle reste malheureusement pour gagner, enfin en tout cas pour qu'une entreprise se désinvestisse
l'armistice ou avoir une victoire, ça met parfois 3, 4 ans, 5 ans. Donc ça évolue, mais voilà, ça reste... en tout cas, les principales cibles sont définies, comme je le disais tout à l'heure, par le comité palestinien pour le BDS. Ouais. Et donc là, il y en a pas mal, mais je voudrais aussi rappeler quelque chose dans ce moment en cours qui va avoir lieu. C'est le Tour de France. Le Tour de France, en fait, du 26 juin au 18 juillet, eh bien, on appelle au boycott de l'équipe Israel Startup Nation, parce qu'il y a un blanchiment par le sport, il y a une instrumentalisation et de l'art et de la culture en général par Israël pour cacher sa politique de colonisation et d'apartheid. Et donc, on mène plusieurs actions à venir. Par exemple, on va organiser des tweets et je vous donne les tweetstorms. Alors les tweetstorms, c'est des actions sur Twitter en fait pour se mobiliser, pour faire entendre sa cause, pour faire entendre sa mobilisation, pour faire entendre aussi sa contestation. Et donc ça aura lieu le mercredi 23 juin à midi et le jour du départ. Donc, et qu'est-ce qu'on fait ce jour-là? Alors ce jour-là, on suit absolument à ne pas manquer le compte Twitter de la campagne BDS qui s'appelle @campagne BDS et on participe à la tweetstorm. On va envoyer des exemples de tweetstorm. Yeah. Donc c'est en français ça s'appelle tempête de tweets. Ouais. Et donc voilà, c'est une manière de participer avec nous, de faire participer le grand public à nos campagnes et à populariser et à dénoncer finalement ce blanchiment. Non mais c'est bien, Iman, parce que beaucoup de gens nous disent oui, mais voilà, vous parlez de la Palestine, mais qu'est-ce qu'on peut faire nous d'ici? Absolument. Voilà l'exemple concret de ce que vous pouvez faire. Twitter. De participer avec nous sur Twitter, mais aussi sur le terrain. Je vais vous donner. Ça va faire du bien de mettre un peu les fachos de côté sur Twitter. Hein. Eh ben, exactement. Et du coup, sur le terrain aussi, nombreux, vous savez qu'on se mobilise. On se mobilise aussi sur le terrain parce que dans quelques jours, on va organiser justement une journée d'action nationale en direction d'Aqsa et de Puma. Oui. Et donc là, on appelle les gens à se rapprocher des groupes locaux de la campagne. Sur le site de la campagne, on a un agent, on recense les différentes villes et donc on appelle tous les gens qui veulent participer avec nous à cette journée d'action à nous rejoindre finalement. On a besoin aussi de présence sur le terrain, à la fois sur les réseaux sociaux mais aussi sur le terrain pour montrer qu'on refuse l'apartheid israélien et pour montrer que tout le monde peut participer à sa manière à cette contestation. Alors on va prendre un appel avant de terminer ce débat avec Iman et à qui on remercie évidemment d'être venu ici sur France Maghreb. Alors, bonjour, qui est avec nous? Bonsoir Christophe. Bonsoir. C'est Houssine. Bonsoir Houssine, tu nous appelles d'où Houssine? Moi j'appelle d'Argenteuil. D'Argenteuil, très bien. Qu'est-ce qui se passe mon Houssine? Bonjour aux dames qui sont avec toi. Oui, puis Gamal Amina, il sent pas bon lui. non, mais j'allais le dire. Et Gamal Amina, il est là? Oui, il est là, oui. Ah bah ok, bonjour à lui. Bon, moi je reviens un petit peu sur le boycott et ce que disait la demoiselle. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Maintenant, j'avais une question. Oui, question aussi, vas-y. Oui, j'avais une question à vous poser. Qu'est-ce que vous pensez de... Moi, je pense que... moi, je suis algérien. Oui. Moi, je pense que on devrait plus faire confiance aux Marocains. D'accord. Merci Houssine. Merci Houssine, c'est une intervention extrêmement pertinente que tu viens de nous faire. Bon Houssine, voilà. Bon, voilà. Ouais. Moi je dis pas ça. Vous savez pourquoi? Oui, faut pas tout confondre. Non, je dis pas, parce qu'il y a deux choses. D'abord, le peuple marocain, ils ont montré à de nombreuses reprises la puissance de leur mobilisation. C'était les plus mobilisés du monde arabe. Vous êtes en train de tomber dans le piège de la politique des deux pays. Ensuite, moi j'en veux pas aux Marocains en vérité, même si je suis déçu. J'en veux aux Algériens qui auraient dû protéger le Maroc de cette arnaque de Trump. Ils auraient dû économiquement, ils auraient dû investir au Maroc, ils auraient dû se rapprocher. Économiquement, ils sont à la rue déjà, ça y est. Non, les Algériens sont très riches. Avant, ils étaient riches, il n'y a plus d'argent aujourd'hui. Non, les Algériens, c'est un mythe, ça c'est pareil. Le pétrole à $75, ils sont très riches, il n'y a aucun problème, on a des réserves, on n'a pas de dette, on a tout ce qu'il faut pour réussir. L'investissement algérien au Maroc, ce serait sauver le Maroc de ce genre de piège. Je pense que s'ils avaient fait ce pas-là, on n'aurait pas cette situation aujourd'hui. Parce que le Maroc, malheureusement, est un pays pauvre. C'est un peu facile, gamin. Non, c'est la vérité. Non, objectivement, c'est la vérité. Le roi du Maroc, on peut en dire ce qu'on veut, ce n'est pas son père. Il a tendu souvent la main aux Algériens pour obtenir une paix, une paix plus ou moins par rapport à l'histoire du Sahara occidental. Et ce piège-là, il est énormément amplifié par l'Occident. Parce qu'évidemment, l'Amérique donne les F-16, les Français financent, ils ont toute l'économie marocaine. Il n'est pas normal que les Marocains soient tenus par l'économie française. Il y a un problème quelque part. Donc là... C'est leur choix. Hein. Non, c'est pas un choix. Ils sont coincés. Il faut y aller au Maroc pour comprendre. Bon, ils sont coincés. Moi, je pense que les Algériens, ils pourraient se grandir s'ils commençaient à relancer l'investissement, s'ils faisaient en sorte de sortir de ce piège, parce que c'est un piège entre frères. Bon, eh bien, merci en tout cas, Iman, d'être venu sur France Maghreb 2. Et le Tweetstorm, c'est mercredi à midi. Hein. Voilà, on loupe pas.
Alors, je rappelle les dates. Donc, c'est mercredi 23 juin et un autre le samedi 26 juin à midi. Et pour le tweet, c'est @campagne-BDS. Et on mène aussi beaucoup d'actions de terrain. On invite les gens à nous rejoindre, directement à rejoindre des comités sur le site de la campagne BDS France. Merci, Iman. Merci à bientôt. à vous. À bientôt. Beaucoup.